Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 18e épisode du Factor X. On va prolonger les petites expériences d'automates musicaux qu'on a fait la dernière fois. On va essayer d'aller un petit peu plus loin en ajoutant une seconde voix de synthèse et en intervenant manuellement pour orienter les propositions musicales de notre automate. On verra aussi quelques petites astuces de design sonore sympathiques. Pour suivre l'émission d'aujourd'hui, je vous conseille fortement de suivre la précédente dans laquelle on a déjà exploré Marbles en détail. Si vous ne connaissez pas le module et si vous attaquez directement sur cette émission, vous n'allez pas du tout vous y retrouver. Donc prenez le temps de regarder la première émission, sinon ça ne va vraiment pas le faire. Pour prolonger la création de notre automate, on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus polyphonique, puisqu'on va utiliser, on a vu qu'on avait 3 canaux, on va en utiliser 2, aujourd'hui en tout cas un deuxième, pour rajouter un petit peu de texture, de complexité, et voir les interactions qui existent entre justement ces 2 canaux, ce qu'on peut aller chercher comme interaction entre les deux. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà patcher mon Plates, donc qui est un oscillateur multimode très très populaire. Je vais prendre mes gates sur T3. Je ne prends pas T2, parce que T2 il est régulier, c'est lui qui me donne vraiment la cloque permanente. Moi je veux travailler sur justement les alternances rythmiques entre T1 et T3. Donc je vais prendre ici T3, donc là c'est les déclenchements, donc je vais aller dans l'entrée trig. Et je vais prendre les valeurs de CV de X3 pour aller les mettre dans volt par octave. Je vais patcher la sortie audio de mon Plates pour rentrer dans mon module de sortie. Et pour qu'on entende bien la différence entre les deux, je vais en mettre un, je vais mettre mon Rings à gauche et mon Plates à droite. On va déjà voir par défaut ce qui se passe, donc je remonte le rate. Je monte le volume de sortie. Vous entendez à droite le Plates. Alors cette fois-ci, pour ne pas être obligé à chaque fois de baisser le rate pour arrêter, je vais cloquer le marble, c'est-à-dire je vais lui imposer une horloge, comme ça quand j'arrêterai l'horloge, eh bien marble s'arrêtera pour de bon. Donc c'est l'occasion de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Pour ça, je vais simplement utiliser, mat en mode LFO, et en fait, vous voyez ici, à chaque fois que j'ai une impulsion, eh bien en fait, il m'envoie un gate, mais ça peut faire fonction de clock, et je vais pouvoir régler la vitesse plus ou moins vite avec ce bouton ici. Je ne rentre pas dans le détail de maths parce que c'est un autre sujet, mais l'idée c'est que là, ça avance. Maintenant, le rate a une fonction de diviseur d'horloge ou de multiplicateur par rapport à ce qui rentre. Et si je veux l'arrêter, ben, j'ai plus qu'à arrêter le LFO. Voilà, donc petite astuce. On va voir maintenant comment les canaux 1 et 3 de Marbles peuvent interagir avec le bouton bias. On avait vu que bias, il introduisait un biais pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire qu'on avait plus de probabilité d'aller soit vers le couple 1 ou soit vers le couple 3. Le couple 2 lui-même n'est pas affecté. Donc, je vais rester en mode le vert, là, où je tire à pile ou face. À chaque fois, je tire à pile ou face. C'est soit l'un, soit l'autre. Et la probabilité change en fonction de la position de bias. Donc, si je suis au centre, statistiquement, je vais avoir à peu près le même nombre de propositions d'un côté et de l'autre. Si je veux entendre plus mon Plates et moins mon Rings, je vais aller vers la droite. Et inversement, si je veux plus de Rings et moins de Plates, donc ça c'est le premier mode, on est vraiment sur un truc statistique. Si je vais sur le second mode, c'est un petit peu différent. En fait, là, je vais changer la densité d'événements à gauche et à droite, avec d'un côté une multiplication, de l'autre une division. Donc je vais appuyer une fois sur ce bouton-là pour passer en mode fois divisé, hein, c'est écrit tout petit, mais c'est l'idée. Donc là, je suis un peu en orange, je relance ma cloque.
Là, comme je suis en position centrale, et bien finalement j'ai la même chose qui sort d'un côté et de l'autre. Maintenant, si je vais par là, donc il va changer de manière aléatoire la densité rythmique d'un côté, et plus j'augmente le bias, et plus je vais avoir beaucoup de valeur d'un côté et moins de l'autre. Là c'est vraiment extrême musicalement, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant pour moi, c'est des valeurs un peu intermédiaires. Après ça dépend si on fait du rythme ou quoi, mais... Ouais, là par exemple ça fait une espèce de contrepoint un peu intéressant. Et je peux inverser le contrepoint, dire que Rings parle plus que Plates. C'est assez sympa, je trouve. Ok. Maintenant qu'on a vu les interactions sur le plan rythmique, encore une fois, j'aborde pas le troisième mode qui est plutôt destiné à de l'écriture rythmique de type kick-snare, grosse caisse batterie avec T1 qui fait le kick et le couple 3 qui fait la snare. Mais dans notre automate ici, c'est pas très intéressant d'aller explorer ce mode-là. En revanche, ce qui est intéressant d'aller voir, c'est ici ce bouton-là. Alors ce bouton-là, qu'est-ce qu'il définit? Il définit comment les valeurs sont distribuées sur X1, X2, X3 par rapport au réglage actuel. Alors, c'est un tout petit peu fin à comprendre, mais d'ailleurs, c'est pas si compliqué. Dans le premier mode, ici, où j'ai 3 traits verticaux qui ont la même hauteur, eh bien, tout simplement, X1, X2, X3 prennent les valeurs de steps, de bias, de spread que j'ai réglées, tout simplement. Il me joue pour les 3 sorties ce qui est marqué. Maintenant, ce qui va être intéressant, dans le second mode, c'est que cette fois-ci, le bâton du milieu, donc qui correspond à la sortie X2, eh bien lui, il va jouer selon les paramètres que j'ai réglés ici, mais en revanche, X1 et X3 vont avoir des valeurs opposées, des valeurs contraires. Par exemple, si j'ai mis un spread énorme ici sur X2, eh bien le spread sera ridiculement petit sur X1 et X3. Voilà. Et donc pour le dernier mode, il n'y a que X3 qui suit les réglages que j'ai mis. X1, lui, prend les valeurs contraires, et X2, lui, il se met au milieu. Donc c'est encore une autre combinaison. Je ne vais pas utiliser le second mode, parce que j'utilise tout simplement pas X2, mais cependant, je vais essayer le premier et le troisième. Donc le premier, c'est celui qu'on utilisait jusqu'ici. Tout simplement, il prend les valeurs qui sont écrites. Donc on va réécouter ça, et je vais laisser verrouiller, ce sera plus facile à entendre. Sur quelque chose de peut-être plus court. Ok, donc maintenant je vais aller vers le troisième mode. Donc par exemple, ce qui saute aux oreilles, c'est le steps 1. On entend bien que Rings, lui il est en train de... Lui il glisse, hein. C'est-à-dire il n'est pas à l'état qui correspond au bouton, il est quelque part dans la première moitié. Alors que Plates, lui, il joue en correspondance. Et du coup, on entend aussi qu'il n'est pas quantifié. On n'est plus sur la gamme qui était prévue au départ. Donc je peux inverser le rapport. Si j'ai envie que ce soit le Plates qui glisse et Rings qui soit carré. Et l'alternance entre les deux, musicalement, elle peut être très intéressante. C'est un peu atonal, hein, désolé pour les oreilles sensibles. Voilà, donc on a des réglages plus ou moins extrêmes. Pour le bias, c'est pareil, je vais pouvoir en faire partir un vers l'aigu et l'autre vers le grave. Donc là, on entend que Plates, il est parti vers l'aigu, Rings vers le grave. Et inversement. Là, c'est Rings qui part vers l'aigu.
Donc un petit peu plus difficile à contrôler. On aimerait pouvoir désactiver le steps pour que tout le monde reste quantifié, ce qui fait que j'utilise pas si souvent que ça les modes alternatifs. Parce que si on est dans une recherche mélodique, pour d'autres trucs ça marche très bien, pour du CV ça marche très bien. Pour des recherches mélodiques, d'un coup on a quelque chose qui est plus quantifié. Donc sinon ce que j'aime bien faire c'est utiliser des quantizers de gamme externes. Alors jusqu'ici, on a vu vraiment, on a travaillé vraiment sur la matière musicale, pas trop sur la matière sonore. Je vais pas trop m'étendre, mais il y a une sortie Y au milieu ici qui fait en fait des variations continues et glissantes. C'est une sorte de sample and hold lissé et il est intéressant comme source de modulation, soit en auto-patch, soit pour aller contrôler autre chose. Là, pour rester vraiment dans une configuration à 3 modules, hein, qui est un peu un défi pour les modularistes, les 3 module challenge, c'est vraiment une manière de restreindre les possibilités pour être plus créatif. Là, je vais utiliser un multiple pour multiplier la sortie Y ici, et pouvoir l'envoyer pour faire un petit peu de sound design et modifier rings et plates. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces boutons qu'on appelle des atténuverteurs, je vais pouvoir doser la quantité de modulation et la polarité aussi. Est-ce que je fais des variations vers le plus ou des variations vers le moins? Ce qui fait qu'avec une seule source de modulation, je vais pouvoir aller travailler finement sur plusieurs paramètres sonores. Donc, dans les paramètres intéressants, je pourrais aller contrôler la brillance de rings, par exemple. Je vais mettre rings tout seul pour que vous l'entendiez. Voilà, vous entendez que parfois c'est plus ou moins étouffé. Vous entendez que c'est plus ou moins brillant. Je trouve que les variations sont un peu trop rapides. J'ai la possibilité, en appuyant sur Y ici, et en changeant le rate, de changer en fait la vitesse de variation de Y. Voilà, petite combinaison de touches à retenir, mais souvent il y a des petits indices. Vous voyez, c'est marqué Y en tout petit ici, et avec l'habitude, on s'y retrouve bien. Voilà, mes variations sont plus lentes, je préfère. Ok. Je pourrais aller modifier un deuxième paramètre, le damping par exemple, c'est-à-dire la durée de résonance finalement ici, et je vais le faire de manière inverse. Et je peux aussi aller modifier la position de l'impact, c'est-à-dire est-ce que j'heurte la corde au milieu ou plutôt sur le côté, etc. Ça me fait des variations de timbre, du coup c'est intéressant. Je peux aller modifier, pourquoi pas aussi un petit peu la structure harmonique de mon son. C'est un tout petit peu ça. Là, je vais vraiment changer comment les partiels sont répartis dans mon son. C'est un peu too much, donc je vais faire ça de manière assez légère, assez subtile. Voilà. Et je pourrais aussi aller vers plates pour aller moduler. Est-ce que je pourrais aller moduler d'intéressant? Peut-être le paramètre de timbre ici. Je vais le rebrancher évidemment pour qu'on l'entende. Je vais introduire un petit peu de variation pour qu'on s'ennuie pas trop. Voilà, donc j'augmente un peu. Voilà, je commence à avoir des variations de timbre qui sont... Bon, je pourrais aller plus loin dans le design sonore, mais déjà ça commence à nous apporter un petit peu des variations, et tout ça à partir d'une unique source de modulation, mais avec différents dosages, différentes polarités. Un petit peu la vitesse de mon horloge.
changer de gamme un petit peu pour se renouveler les oreilles. Je peux faire quand même quelque chose de tempéré là, comme il y en a plusieurs qui jouent en même temps. Et la dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est que pour le moment, le sample and hold, donc il fait des prélèvements sur une matière qui est totalement aléatoire. C'est le principe du sample and hold en général dans le domaine analogique. On a une source de bruit qui est une onde aléatoire par nature, à l'intérieur de laquelle on vient faire des prélèvements. Et c'est ça qui nous donne les paliers aléatoires. Mais il y a aussi une autre fonction où là, on va suivre un signal entrant et on va faire des prélèvements dans un signal, mais qui peut être différent. Ça peut être un LFO, par exemple. Et alors là, je vais vous montrer comment ça se passe avec le Marbles. Cette fois-ci, on va amener un signal dans l'entrée qui s'appelle Spread ici. Alors vous pouvez pas le voir, c'est vraiment minuscule, mais il y a une flèche qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et on retrouve ce même symbole ici. On va appuyer ici. Donc là, à partir de maintenant, la génération ne va plus se faire par rapport à l'aléatoire, mais par rapport au signal que je vais mettre à l'intérieur ici de cette entrée-là, cette entrée qui normalement est du CV pour spread, mais là comme j'utilise un signal externe, le spread n'a plus vraiment d'intérêt. Donc le signal que je vais aller chercher, c'est le signal ici de mon antenne Theremin. J'ai envie de contrôler un peu gestuellement les propositions de notes qui sont faites. Donc je vais prendre la sortie CV et je vais aller me mettre ici dans spread. Je vais désactiver pour le moment le verrouillage. Je vais relancer mon horloge et on va écouter ce qui se passe par défaut. Je vais peut-être un tout petit peu vérifier que ici le offset est bon. Et c'est parti. Donc là, vous voyez, finalement, plus je vais me rapprocher de l'antenne, et plus les notes sélectionnées vont être aiguës. Et le verrouillage marche toujours, hein. C'est là où c'est intéressant aussi. Donc vous voyez qu'ici j'ai plus d'influence parce qu'il a verrouillé les dernières propositions. Mais un truc qui peut être rigolo, c'est de rajouter de la variation. Et maintenant, il va utiliser les notes qu'il reçoit pour faire des variations. C'est-à-dire, si je suis grave, il va plutôt privilégier, il va introduire des valeurs graves. Et à l'inverse, si je me rapproche, il va plutôt introduire dans la séquence des choses aiguës. Et à tout moment, si je veux, je peux retirer le contrôle externe en appuyant à nouveau sur ce bouton-là. Comme là je bouge pas et que j'ai pas verrouillé, il prend que les notes qu'il reçoit depuis le Theremin, mais il garde le rythme. Enfin là il change un petit peu, je vais laisser appuyer pour vraiment le verrouiller en mode super lock. Alors, on va mettre...
Et pour terminer, il ne faut pas oublier qu'en modulaire, il y a un truc qu'on aime bien faire, c'est plutôt que d'utiliser des modulations lentes, c'est utiliser des modulations rapides, des modulations à des fréquences audio. Et typiquement, quand je vous dis modulation à des fréquences audio, normalement vous pensez synthèse FM, et vous avez raison. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sortir la deuxième sortie de Rings, qui possède l'autre série harmonique, pas pour l'écouter, mais pour aller modifier en FM mon plate. Donc je vais rentrer dans l'entrée ici, FM, et donc je vais moduler à des vitesses audio le signal de mon plate en modulation de fréquence. Alors je vais rallonger un petit peu mes notes. Alors, je ne vais pas en mettre de trop pour qu'on reste quand même un truc joli, mais juste que ça gratte un petit peu. Et peut-être je pourrais aussi faire l'inverse, c'est-à-dire prendre la sortie auxiliaire de mon plate pour aller moduler en FM mon Rings. Il n'y a pas de raison. Voilà, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient prolonger leur apprentissage du synthétiseur modulaire, je vous rappelle que j'ai fait une formation très complète sur SOUP qui y est consacrée. Vous trouverez évidemment le lien en description comme d'habitude. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en la partageant, en la likant, en mettant un petit commentaire, une question. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Facteur X. Et d'ici là, portez-vous bien.